Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on parle du zombie. Pourquoi le zombie est-il aussi populaire encore aujourd'hui? Pourquoi il nous fascine autant? Le zombie, c'est nous. C'est nous. Ça reflète notre mortalité et notre peur de la mort. On va voir d'où vient le zombie et comment il s'est transformé de son origine vaudou jusqu'à The Walking Dead. Maureen. Hey! Restez avec nous, ça va être intéressant. Alors, Chin Chin, Santé santé ou mort. à la mort vivante. Pas capable. Alors, dis-nous, de où viennent les zombies? Le zombie vient définitivement du vaudou haïtien. Mais son nom, zombie, a une origine assez confuse. À l'origine, ça s'écrivait sans le E à la fin. Et c'est un peu une amalgame de plusieurs dialectes africains. C'est logique quand on y pense. Parce que le vaudou en soi, c'est une religion formée de plusieurs croyances et cultures complètement différentes qui venaient de plusieurs pays d'Afrique, Intéressant. comme le Sénégal, la Guinée, l'Angola, le Dahomey. Tous ces peuples-là étaient mélangés dans des bateaux qui transportaient des esclaves au 19e siècle Mais oui, c'est évident. vers Saint-Domingue, qui est l'Haïti actuel. Oh, intéressant. Parce qu'on faisait le commerce des esclaves, on les vendait aux enchères. C'est triste, mais c'est vrai. Au Congo, le Mwombi signifiait une personne cataleptique. En Angola, le Nvombi signifiait un corps sans âme. Et au Ghana, au Togo et au Bénin, le Zanbibi signifiait une créature de la nuit. Bien sûr. En gros, le zombie était considéré comme un mort, partiellement ramené à la vie, mais sans son âme, par un sorcier vaudou qu'on appelait le Bokor, pour qu'il lui serve d'esclave dans ses plantations, ou simplement par vengeance. Contrairement à la religion catholique, où le bien et le mal sont complètement séparés, dans les croyances haïtiennes, le bien et le mal se côtoyaient. C'est-à-dire que le même individu pouvait être tantôt un Hougan, c'est-à-dire un bon prêtre vaudou, ou une Mambo, Mambo. une bonne prêtresse vaudou. Mais il pouvait aussi être un Bokor, un mauvais sorcier, dépendamment de ses humeurs. On pouvait utiliser la magie vaudou autant pour faire le bien que pour faire le mal. Le barreau Sandy, par exemple, même s'il avait un caractère impulsif et colérique, ben, il adorait l'alcool, les femmes, les bons cigares, il adorait tous les plaisirs terrestres. On pouvait dire aussi que c'était un bon vivant, Oui, exactement. donc pas nécessairement maléfique. C'est entre 1915 et 1934, quand les Américains ont occupé Haïti militairement, que l'Amérique a découvert les mystères du vaudou. Parce que des soldats qui entendaient des légendes
surnaturelle et inquiétante, Mhm. mais ils parlaient à leur famille. Puis c'est comme ça que ça a commencé à se Aha. parler. Et là, les Américains ont commencé à avoir peur parce que, évidemment, imaginez des esclaves qui travaillent pour les riches Américains, s'ils ont autant de pouvoir, c'est assez inquiétant pour eux, là. Mais oui. Ils n'aimaient pas ça. Et le fait de diaboliser, ça leur permettait d'interdire de pratiquer leur religion, donc de garder le contrôle. Dans les années 30, une certaine Zora Neale Hurston, une auteure afro-américaine, elle s'est rendue en Haïti pour tenter d'en apprendre plus sur la culture du vaudou. On lui a présenté une certaine Félicia Félix Mentor, qui avait mauvaise mine, les vêtements déchirés, les yeux dans le vague. Elle était disparue depuis des années, puis revenue depuis peu dans une ferme locale qui a jadis appartenu à son père. Elle racontait qu'elle avait été enlevée, droguée de force, puis traitée comme esclave. Ouais. Ou, comme ceci. Mais tu sais que ça me fait rien, hein? Je sais, c'est juste pour faire semblant. Je suis pas un vrai sorcier. Toi, par contre, on ne sait pas ce que t'es, hein? Je suis moi-même. Ah Ça chauffe. oui? Come on. Et dans les années 1980, un certain Aubanis Pierre a raconté, lui aussi, qu'il a été forcé de travailler comme un bœuf, tout en étant constamment drogué par une mystérieuse substance qui le rendait servile, obéissant. Comme la poudre blanche. Mais ça, c'est après que ses proches l'aient enterré, le croyant tous décédés. Oui, 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 oui. Tu commences à comprendre, hein? Un journaliste de l'émission américaine Newsnight a parlé à des habitants d'un village qui avaient assisté aux funérailles d'une jeune femme nommée Francina Hillers en février 1976. Les habitants ont raconté que la jeune femme a été retrouvée 6 ans plus tard par la police alors qu'elle errait dans les bois. Sa mère l'a reconnue et l'a identifiée grâce à une tache de naissance. Francina, comme les autres victimes, aurait apparemment été intoxiquée par une mystérieuse potion qui l'aurait rendue comme morte, selon toute apparence. Dans le cas de Francina, il s'agissait d'une punition pour adultère. Ben oui, parce que la coquine, elle aurait eu des relations sexuelles hors mariage. Mais méchante. Ça arrive. Non, Ça chauffe. Qu'est-ce que tu m'as fait? comme une marque, sérieux. Un bleu. Alors, ça va? Cote. Mais le cas le mieux documenté est de loin celui de Clervius Narcisse. Ah oui, comme le... Est-ce que tu Quoi? Non, c'est rien. Ben, ça n'a pas l'air de rien, ça. Ça va aller. Narcisse était un paysan haïtien qui avait été admis un jour en 1962 à l'hôpital de Deschapelles, au centre du pays. Il était très malade. Il avait de la fièvre. Il crachait du sang. Les médecins n'ont pas pu établir de diagnostic. Mais 2 jours après son admission à l'hôpital, on l'a déclaré mort. Il a été enterré par sa famille. Mais 18 ans plus tard, en 1980, il a retrouvé sa sœur Angelina au marché du village. Il lui a expliqué qu'un sorcier, payé par son frère, l'a empoisonné en lui frottant la peau avec une substance, ce qui l'aurait plongé dans une sorte de coma proche de la mort. Oui, monsieur. Narcisse a dit qu'il pouvait entendre les médecins dire qu'il était mort.
et entendre sa sœur et d'autres membres de sa famille pleurer sa mort. Ouais, pendant les funérailles. Il était pleinement conscient, mais il ne pouvait absolument pas bouger ni parler. Ah, imaginez. C'est horrible. Il se souvient qu'on l'ait placé dans un cercueil et mis en terre. Il a même senti l'un des clous lui percer une joue. Il a gardé une cicatrice. Quelques jours après son enterrement, des hommes seraient venus le déterrer. L'auraient emmené dans la ferme d'un puissant sorcier vaudou. En fait, le même homme qui lui avait donné l'étrange potion qui l'avait tué. Celui-ci l'aurait réveillé avec une autre potion différente de la première. Il l'aurait forcé à travailler en tant qu'esclave dans une plantation en lui administrant régulièrement une sorte de drogue pour le maintenir dans un état de totale soumission. Narcisse prétend avoir été l'esclave du sorcier pendant 2 ans. Ah oui. Et qu'il aurait repris conscience parce qu'un jour, l'un des surveillants aurait tout simplement oublié de lui administrer sa dose de drogue. Il aurait vécu ensuite 16 années en se cachant dans la peur constante d'être retrouvé soit par son frère, soit par le sorcier. Et ce n'est qu'après la mort de son frère qu'il a trouvé le courage enfin de contacter sa sœur. Dans son cas, comme dans celui de Francina, sa zombification aurait été une vengeance. Narcisse aurait en effet été puni pour avoir refusé d'entretenir les enfants qu'il avait eus avec plusieurs femmes, et surtout pour avoir refusé de céder l'une de ses terres à son frère quand il était dans le besoin. Toute une punition, hein? Ils niaisaient pas, eux autres. Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que ça va, toi? Tu commences à m'inquiéter. Pourquoi? Touche pas à ma face. Non, mais c'est pas normal, ça, hein? Ah, C'est c'est exactement pas vrai. là où je t'ai touché avec mon bâton. Oh, ben non. C'est pas supposé être un vrai bâton, je l'ai fait venir de Kijiji. C'est supposé être niaiserie. Pas supposé marcher, là. Quelque chose de pas normal qui se passe, moi, je dis. Écoutez-lui pas. Tout va bien. Le sort de Narcisse et de beaucoup d'autres a déclenché une vaste enquête américaine au début des années 80. Un anthropologue et ethnobotaniste canadien nommé Wade Davis s'est beaucoup intéressé à l'histoire de Clervius Narcisse. Il a écrit un long reportage sur son cas qui a été publié en 1985 dans le livre The Serpent and the Rainbow. Ouais. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que Wes Craven, le père de Freddy Krueger et de Ghostface, il a fait un film d'horreur inspiré du livre en 1988 qui portait le même nom. Davis explique que Narcisse était mort juste en apparence, que sa paralysie a été causée par une potion faite d'eau humain broyée, des os, comme ça. Ouais. De divers extraits végétaux, entre autres. La mixture contiendrait aussi la toxine que l'on trouve dans certains animaux, dont le poisson globe, la tétrodotoxine. Une neurotoxine 500 fois plus active que le cyanure et, tiens-toi bien, 100 000 fois plus puissante que la cocaïne. Même si la Zombie Powder a été ramenée en Amérique par Davis et a été soigneusement étudiée en laboratoire, l'ensemble des médecins et des scientifiques américains ont malgré tout refusé d'accepter la thèse de Wade Davis et ont préféré expliquer que les zombies haïtiens n'étaient dus que des maladies mentales comme la schizophrénie ou l'épilepsie. Mais malgré ce refus obstiné des Américains d'y croire, ces récits de zombies ont inspiré plusieurs films, dont White Zombie et I Walked with a Zombie. Sous, ça s'étend, là. Sous, c'est ton
Pas normal. C'est quoi ça? ton C'est problème? pas normal, esti. C'est correct, esti. Comment tu te sens? Il y a eu aussi Wanga, King of the Zombies, Revenge of the Zombies, Teenage Zombies, sans oublier le sympathique nanar Plan 9 from Outer Space. Tous ces films étaient inspirés par la peur qu'une mystérieuse culture étrangère s'impose en Amérique et menace notre mode de vie simple et rationnel à l'américaine. Mais à partir de 1968, un cinéaste canado-américain va changer pour toujours notre conception du zombie. Son nom? George Andrew Romero. Whip.